Hello et bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 3 ans et je te partage ici chaque semaine des réflexions autour de l'entrepreneuriat, de l'organisation et des réseaux sociaux. Je n'ai pas pour ambition de t'aider à monter un business, non. Cependant, je sais que ce qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est d'avoir ce genre de réflexion avec d'autres entrepreneurs. Alors si tu veux me rejoindre dans mon brainstorming, installe-toi, ça va commencer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je dois vous avouer que ça me fait bizarre de reprendre ce micro. J'avoue, j'ai comme un petit sentiment de honte, un peu comme quand tu reprends contact avec une copine à qui tu n'as pas parlé depuis 1000 ans. Tu sais que tu aurais dû lui écrire entre-temps. T'as essayé, parfois même, parce que tu l'aimes vraiment, mais tu sais, genre, t'étais en mode « Ah, mais je me sens pas légitime parce que je vais pas avoir le temps de mettre l'énergie nécessaire dans notre relation. Même si j'en ai besoin, je n'ai pas de temps à y dédier à l'instant T. » Et là, c'est vraiment ce sentiment que je ressens en reprenant ce micro. Je vais faire mon mea culpa pour commencer. Je pense que je vous le dois. Ces derniers mois ont vraiment été très intenses pour moi. Très difficile aussi, mais bon, je me suis mise toute seule comme une grande dans cette situation. J'avais juste pas du tout l'énergie nécessaire pour enregistrer des épisodes. Et le pire, c'est que je sais que en soi, si j'avais pris le temps d'enregistrer des épisodes, ça m'aurait potentiellement redonné de l'énergie pour sortir de ce quotidien qui était très difficile. Mais bref, quand t'as pas l'énergie, et il y a un moment, c'est pas très grave. Genre, ça va. D'ailleurs, à plusieurs reprises, j'ai ressenti le besoin d'enregistrer des épisodes. J'en ai enregistré, je crois que j'en ai 3 que j'ai enregistrés, que je n'ai jamais montés. Parce que c'est pas parce que t'as l'énergie pour les enregistrer que derrière, t'as l'énergie pour les monter. Faut être honnête. Il y avait un autre truc qui m'empêchait d'enregistrer des podcasts, c'était le sentiment de culpabilité. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que comme j'étais déjà en retard sur tout le travail que je devais à des personnes qui avaient payé pour, je me sentais pas du tout ok avec le fait de faire quelque chose, même si c'est pour me faire plaisir, parce que en fait le podcast c'est une partie cool de mon taf, je trouve. Je me sentais pas du tout ok avec le fait de faire le podcast alors qu'on m'attendait sur des choses pour lesquelles des gens avaient payé, alors des clients attendaient des choses. Donc en gros, je me disais bon, comme je suis déjà en retard sur tout ce qui me rapporte de l'argent et que des clients attendent que je délivre, je ne m'autorise plus à faire ce qui est optionnel, même si au final, c'est ce qui me fait le plus de bien dans ma semaine. Donc bref, je pensais que ça ne serait qu'une période transitoire et que j'arriverais à sortir la tête de l'eau, mais en fait, là, ça fait 6 mois, j'ai pris conscience que c'était pas qu'une période transitoire, que en fait, c'était mon nouveau quotidien, hein. Il y a un moment, je pense qu'il faut l'accepter et que si je ne me remets pas à faire des épisodes malgré ce quotidien un peu compliqué, je n'en referai jamais. Voilà. Donc là, peut-être que certains d'entre vous sont totalement perdus et donc c'est totalement normal parce qu'il s'est passé 1000 choses depuis le dernier épisode que j'ai enregistré et donc je me suis dit que peut-être c'était le moment aussi de commencer par un petit récap des derniers mois parce que vraiment, il s'est passé 1000 choses. Donc, la réalité, c'est que je pense que le changement, il a débuté à la rentrée. Genre à la fin de l'été, quand je suis rentrée suite au cahier d'été. Donc les cahiers d'été, c'est la série de vidéos que j'avais sortie donc en juillet de l'été 2023. Eh bien, j'ai sorti donc 20 vidéos en un mois. Suite à cette série de vidéos sur YouTube, mon agenda à la rentrée a été blindé. Mon agenda de prise de rendez-vous de call découverte. Mais blindé, genre, j'ai eu, je pense, 20 calls en une semaine. Pourquoi des calls découvertes ? Parce qu'en fait, à côté de mon activité de créatrice de contenu, qui au final en plus me rapporte pas d'argent dans le sens où intrinsèquement, cette activité me permet plus de trouver des clients que ne me rapporte d'argent. Elle me rapporte même pas d'argent parce que je ne fais pas de partenariat. Donc on peut pas dire que ce soit l'activité de création de contenu qui me rapporte de l'argent. Ce qui me rapporte de l'argent, c'est d'une part mon activité de vente de formation, donc d'accompagnement des entreprises ou de salariés ou d'individus, B2C, et mon activité de prestation de services. Donc ces calls découvertes, c'était globalement quasiment que la prestation de services. Et je dois vous avouer qu'en plus, ils sont arrivés à un moment, donc en septembre, où j'avais pas vraiment besoin de clients. Genre j'avais déjà assez de clients pour moi toute seule. Parce que quand t'es freelance et que t'as des clients récurrents, la réalité c'est que moi, j'arrive
pas trop à en avoir plus de 4-5. 4-5, ça part du principe déjà que tu peux leur consacrer qu'une journée par semaine. C'est pas si beaucoup, c'est pas si énorme. Donc voilà, j'étais déjà dans une situation où j'étais quasiment au max de ce que j'étais capable d'accepter comme charge de travail. Face à ces 20 calls sales, donc face à une très très forte demande, c'est un peu un problème de riche, on va pas se mentir, hein. Beaucoup de freelance aimeraient être dans cette situation. Je me suis dit, il faut que j'arrive à faire quelque chose de ces leads. Beaucoup de freelances sont dans une situation où eux n'arrivent pas à trouver des clients. Moi, je suis dans une situation où j'ai trop de prospects. C'est presque, irrespectueux. Non, je sais pas si c'est le terme, mais c'est presque pas OK dans ma tête de me dire je vais rien faire de ces leads. Il y a des gens, ils ont besoin de moi, un grand mot, ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner sur de l'automatisation, de l'organisation, de la productivité, les aider dans une transition numérique certaine pour leur entreprise. C'était évident que je voulais faire quelque chose. J'avais vraiment envie de les aider. J'aurais pu faire comme beaucoup font, c'est-à-dire qu'en fait, tu as la capacité de juste gagner de l'argent en mettant en relation les prospects que tu as réussi à attirer avec tes différents contenus lorsque tu es créateur de contenu vers des freelances qualifiés, mais encore aurait-il fallu que je connaisse des freelances qualifiés sur mon domaine d'expertise. La réalité, c'est que j'ai beau faire ça depuis des années, j'ai rencontré très peu de freelances expérimentés. Et c'est là que je me suis mise à vriller parce que je me suis dit non mais c'est pas possible, des personnes qui bossent bien sur ce sujet, le no-code, qui ont envie de le professionnaliser, il y en a forcément. Puis en fait, plus j'avançais dans mes recherches, parce que j'ai commencé vraiment à faire des recherches sur comment travailler quelques freelances, j'ai pris des calls avec certains d'entre eux, je me suis rendu compte que on n'avait pas du tout les mêmes process, pas le même niveau d'exigence, et que je ne me sentais pas du tout OK avec le fait de rediriger mes clients vers des personnes qui n'ont pas les mêmes méthodes de travail que moi, tout simplement. Donc il faut reconnaître que c'est un peu le problème, je trouve, dans le milieu du no-code au global, c'est que ça manque encore en France d'une image professionnelle, alors que ça peut totalement l'avoir. La seule chose qui manque, c'est de sortir de cette image de le no-code, c'est absolument pour les petites entreprises, c'est développer une automatisation, un scénario. Non, no-code, ça peut permettre de répondre à des besoins, d'apporter une solution et ça peut être un projet vraiment vu dans une globalité où tu vas vraiment développer un produit. Et on n'est pas juste sur une fonctionnalité par une fonctionnalité pour un besoin précis. Et en fait, genre ça, c'est un peu la mauvaise façon de le voir parce que c'est comme, je sais pas comment expliquer. Si je fais un parallèle avec genre un architecte, un maître d'œuvre, c'est comme si on avait jusqu'ici dans le milieu du no-code, on voyait le no-code comme Valérie Damido qui vient genre venir maroufler son papier peint sur une maison déjà faite. Alors que moi, je te dis, non mais stop en fait. Avec le no-code, tu peux construire une nouvelle maison. Et parfois, c'est même plus simple que de venir maroufler, tu vois. Je sais pas si mon parallèle il est vraiment très très bienvenu, mais bref, t'as capté. Le no-code, ce n'est pas que du rapiessage, ce n'est pas que du camouflage de trucs qui marcheraient pas, un peu bancal, ou pour les gens qui auraient un faible budget et qui auraient besoin de construire une tente dans le jardin. Selon l'utilisation qu'on en fait, ça peut aujourd'hui réellement amener à créer des vrais produits. Et donc d'autre part, tout ça toujours en septembre, donc à la fin de l'été, me voilà à me lancer dans la 4e promotion de mon bootcamp. Bon, ça c'était prévu. Et puis, lors de ce bootcamp, je rencontre des personnes qui sont vraiment archi motivées par l'automatisation, le no-code. Bon, je vais pas dire que c'est la première fois parce que dans mon bootcamp, j'en ai déjà rencontré beaucoup qui étaient déjà très très motivés. Et d'ailleurs, il y en a déjà qui travaillent avec moi aujourd'hui, même sur d'autres sujets. Et je me rends compte qu'en fait, peut-être c'est ces personnes-là qu'il faudrait vraiment que je réussisse à accompagner pour aller plus loin et que je place chez mes clients. Pourquoi ? Parce que ayant déjà suivi un bootcamp d'1 mois avec moi, en soi, elles ont déjà acquis pas mal de méthodes de travail sorties de ma tête, que moi j'ai acquises, d'ailleurs que je n'ai pas du tout inventé, que j'ai acquises en fait auparavant lors de mon expérience de développeuse. Parce que j'ai vraiment rien inventé, j'ai vraiment recalqué ce que j'avais appris de mon expérience de développeuse dans le milieu du no-code. Donc là, une idée a germé, sauf que on va dire que faire un bootcamp d'1 mois, ça ne suffit pas à devenir freelance. J'imagine que vous en doutez, c'est un peu évident. Devenir freelance, c'est quand même quelque chose qui suppose des compétences entrepreneuriales certaines. Et quand on se lance, franchement, c'est pas inné. Et aujourd'hui, je connais pas vraiment de formation. Alors, je connais pas tant les formations parce que je ne fais pas du tout assez de veille sur ce sujet. Je suis une catastrophe. Je pense que je connais beaucoup trop peu les infopreneurs. C'est un vrai problème que j'ai. Très souvent, j'ai des gens autour de moi qui me disent « Mais t'es au courant que telle personne, elle a fait une formation sur ça, ça, ça ?» Et moi, je suis en mode « Pas du tout. » Je ne savais pas. Et donc, c'est vrai que je ne pense pas, en tout cas pas à ma connaissance, même si elle est très limitée, qu'il existe un bootcamp ou une formation qui permette de se lancer dans l'automatisation no-code en freelance. Je sais qu'il y a des formations en alternance. D'ailleurs, je ne sais même pas si elles sont aussi spécifiques
Je pense qu'il y en a certainement, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment là-dessus que je voulais porter l'expertise. C'est, ok, il y a vraiment un besoin d'avoir plus de profils experts sur l'automatisation de nos codes, notamment sur Make, en freelance. Jusqu'ici, je vais pas mentir, les apprenants qui sortaient de mon bootcamp et qui me disaient « je veux me lancer en freelance, je veux faire comme toi et je veux commencer à faire du Make », j'avais tendance à leur dire « tranquille Émile, tu devrais plutôt commencer par essayer de trouver un taf en CDI » parce que en fait, se lancer en freelance, c'est encore autre chose, enfin, c'est des compétences à part entière. Tu te lances pas en freelance comme ça, surtout quand t'es en train d'apprendre une nouvelle expertise. Alors, pas vous mentir, moi c'est comme ça que j'ai fait. Mais ça m'a demandé un travail considérable et c'est pas simple en fait. Les premiers mois, vraiment, j'arrivais pas à me rémunérer parce que je devais à la fois apprendre mon expertise, et encore j'étais développeuse avant, et à la fois apprendre à vendre, apprendre à être freelance. Donc c'est vraiment pas ce que je recommande, surtout dans des situations où les personnes recherchent une certaine stabilité. Ça fonctionnera pas, ça risque de vous décevoir et vous risquez d'abandonner. D'ailleurs, souvent, je leur disais, allez limite vers une formation en alternance pour continuer. De cette façon, vous aurez une première expertise, une première expérience. Ou alors, quand c'était même des salariés et qu'elles étaient déjà en poste, je leur disais, maintenant que vous avez appris plein de choses sur Make, essayez en fait de réfléchir à votre échelle, à l'échelle de l'individu et de votre équipe, dans quelle mesure vous êtes capable d'améliorer votre quotidien et celui de vos collègues grâce à l'automatisation de nos codes. Donc je pense que c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai commencé vraiment à faire le lien entre, ok, d'une part j'ai des apprenants qui sont archi chauds, archi motivés, archi déter pour se lancer en freelance, et d'autre part j'ai des clients qui ont envie de mon expertise, de ma façon de travailler, que je me suis dit, ok, il y a moyen de faire un truc, il y a moyen de créer un truc pour lier les deux. Et en gros, réussir à faire progresser, à continuer de faire progresser ces apprenants sur les projets de mes clients. Et c'est là que vraiment, on a commencé à lancer le projet Circadia. Et si je dis on, c'est parce que j'ai pas fait ça toute seule, parce que je ne me sentais pas du tout les épaules pour faire ce projet. Je trouve que c'est vraiment un projet, lancer un collectif / agence qui me paraissait beaucoup plus grand que moi. Genre, autant créer des formations, c'était ok. J'avais l'expérience marketing, j'avais l'expérience de formation. Faire les deux toute seule, c'était ok. Ça demande beaucoup de travail, certes, mais ça va. Alors que le côté agence, il y a un truc que je ne sais pas faire, et pourtant je viens de vous dire que c'est ce que j'ai fait à la fin de l'été, mais je ne suis pas douée, en fait, alors je ne trouve pas, pour gérer des clients, suivre des clients d'un point de vue administratif. Ouais, suivi de satisfaction client, suivi de mission. Là où je suis douée, c'est vraiment sur le suivi tech, en fait. Parce que limite, ça me fait chier les mails. Je vais pas mentir, je déteste les emails. J'ai l'impression de perdre mon temps. Je suis très très nulle pour répondre à mes mails. J'ai une maladie. Je déteste mes mails. Parfois, je peux en laisser traîner, mais genre pendant plusieurs semaines. Vraiment, ma boîte mail, c'est un peu une catastrophe. Quand je l'ouvre, je suis un peu en panique. C'est un peu un truc hyper anxiogène pour moi. La réalité, c'est que je réponds vraiment quasiment qu'aux mails urgents et j'ai du mal, en fait, à assurer un suivi client. Genre, si t'as pas de mes nouvelles globalement, c'est que je bosse en fond. Et je sais que c'est vraiment pas sain. Puis au-delà de les mails, là, j'ai découvert Slack, où genre tout le monde m'écrit 1000 messages tous les jours. J'ai vraiment du mal. Ça a été une de mes vraies douleurs sur les dernières semaines, derniers mois. Ce qui fait que déjà, tous les messages que je recevais à titre personnel, en fait, j'étais déjà overdosée de messages à titre professionnel, ce qui fait que je ne répondais plus à personne, je ghostais tout le monde. J'étais une catastrophe. Enfin, je le suis toujours, parce qu'il y a encore des gens que je ghoste actuellement même. Et vraiment, rien de personnel. J'ai l'impression que je le dis à chaque fois, dans chaque épisode, mais ce n'est rien de personnel par rapport aux gens. C'est juste, je n'y arrive pas. C'est genre plus fort que moi. Et pourtant, c'est con. Parfois, ça me prendrait juste quelques minutes, je le sais. Mais je ne comprends pas ce truc. Je procrastine sans cesse le fait de répondre aux gens. Genre, je sais pas l'expliquer. Franchement, s'il y a une psy qui est là, qui m'écoute et qui comprend pourquoi je ghoste tout le monde, n'hésitez pas à vous manifester, à m'expliquer, parce que c'est un mystère, quoi. Comme je ne sais pas gérer mes clients, parce que voilà, on partait de là quand même, je me suis dit, il me faut quelqu'un pour gérer les clients. Il me faut quelqu'un pour assurer un suivi archi quali. Qui de mieux que la personne qui m'aide depuis le tout début. Genre, c'est cette personne qui était derrière moi, derrière mon premier devis, derrière mon premier client. Je crois même qu'elle était dans la pièce. Mon copain Christian. Donc, depuis décembre, en fait, tout s'est enchaîné très vite, parce que nous sommes désormais à la fois partenaires dans la vie, comme depuis plusieurs années, et maintenant en business. Et donc, ouais, quand je dis que tout s'est enchaîné super vite, c'est que, en gros, de septembre à novembre, moi, ça a été la pire période, décembre étant l'apothéose. Ça a été vraiment mon pire mois. Décembre, je t'ai détesté. En fait, il voyait au quotidien que c'était très très compliqué pour moi, que je n'arrivais plus du tout à tout gérer. Et donc,
c'est là que je lui ai dit, écoute, là j'ai accepté plein de missions. Parce que c'est dans l'idée de lancer une agence, je ne vais pas y arriver seule. Lui, à ce moment-là, il pourra vous en parler mieux que moi, puisqu'en plus, je compte l'inviter très bientôt pour qu'il se présente un petit peu. Mais c'était pas forcément une période intense dans son taf. Il s'ennuyait, mais il commençait un peu à en avoir fait le tour, pour le dire gentiment. Donc, pour lui, c'était peut-être le moment du renouveau, le moment du départ. Et donc, globalement, ce qui s'est passé, c'est que début décembre, il a démissionné. Moi, courant décembre, tout le mois de décembre a été le mois mais le plus intense de mon année parce qu'il y avait le workshop GPT. J'étais quasiment tous les jours. Mais vraiment, quand je dis tous les jours, c'était tous les jours en présentiel chez des clients. Et le reste du temps, je bossais. Donc le reste du temps, c'est-à-dire la nuit et les week-ends, sur tout le reste, tous les trucs en asynchrone. C'était mon pire mois de l'année et je peux le dire maintenant. C'est la première fois de ma vie que j'atteins mes réelles limites. Ils sont élevés. Voilà, je l'ai découvert. Voilà, je pense que c'est comme un sportif qui découvre qu'il peut pas aller plus loin. Peut-être certains se disent qu'ils peuvent toujours y aller. Mais là, moi, je sais que j'ai vraiment senti mes vraies limites. Si bien que quand sont arrivées les fêtes, genre j'ai arrêté de taffer le 23, le 24, je suis tombée malade. Mais alors malade, j'ai rarement été aussi malade de ma vie. Bon, un truc de merde, hein, genre style grippe gastro. Mais genre pendant 10 jours, clouée au lit, à rien pouvoir faire. Et ça a été vraiment super, hein, parce que du coup, j'ai très mal préparé mon départ en vacances avec des gros guillemets, puisque en fait, j'étais malade du coup pendant 10 jours, hein, maintenant, quand ça l'aura bien compris. Et là, du coup, j'ai pris une pause des réseaux sociaux, parce que de toute façon, j'étais au fond de mon lit, et que en plus, excellente nouvelle pour ceux qui suivaient l'épopée déménagement, l'épopée je cherche un logement, je devais déménager le 28 décembre, alors que j'étais au fond de mon lit, donc on a décalé au 31 décembre, et donc oui, ça y est, alléluia, je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai déménagé. Voilà, donc tout ça dans le même mois. J'ai emménagé avec mon mec en province, donc nous avons déménagé à Angers. On s'est associés ensemble et nous avons quitté Paris. Ça fait vraiment beaucoup de changements. Moi, franchement, je suis vraiment hyper épanouie depuis que je suis à Angers, donc depuis début janvier. Ça nous a fait quand même un vrai choc parce que on est passé d'une situation où on avait chacun notre appart à Paris, où on vivait à 1 heure de route l'un de chez l'autre, où on avait chacun notre taf, même si en vrai, moi, je lui parlais beaucoup de mon travail au quotidien. Lui, quand même, avait son quotidien dans son entreprise. On bosse ensemble, on vit ensemble, on fait du sport ensemble puisqu'on s'est réinscrit dans une salle ensemble. Bref, ça fait vraiment beaucoup de changements d'un coup. Mais franchement, j'ai jamais été aussi épanouie. Donc je suis vraiment trop heureuse. La conclusion, c'est que j'ai pas réussi. On n'a pas réussi. Enfin, lui, il aurait pu quand il avait encore son CDI, mais un CDI suffit pas pour deux. Je n'ai pas réussi à trouver un appartement sans tricher sur des fiches de paye à Paris. Franchement, être freelance à Paris, c'est un enfer. Vraiment, je vois pas comment on peut y arriver. Et d'ailleurs, en vrai, là, je pense que maintenant j'ai un vrai problème avec ça. Je n'ai pas osé chercher une maison. En fait, on me loge dans une maison familiale, auquel on paye un loyer, mais genre, c'est dans la famille. Et en fait, la réalité, c'est que je crois que je ne m'autorise même plus à rechercher un logement dans ma situation parce que j'y crois plus. Genre, je me suis tellement fait jeter parce que j'avais pas les fiches de paye adaptées, ma situation n'était pas stable, alors qu'en vrai, si, c'est stable. Je pense que je gagne même plus que certains propriétaires qui me racontent ça. Mais en fait, je suis tellement fatiguée de me prendre des refus que j'ose même plus candidater. Donc là, nous avons la maison, j'en suis très contente. Et je pense que... Ah oui, en plus, on est passé de 2 apparts à une maison quand même dinguerie. Je pense que vraiment, pendant un petit temps, on va rester là. Pas trop longtemps non plus parce que j'aimerais bien pouvoir être totalement indépendante. C'est une maison familiale où genre mes parents viennent souvent, enfin... C'est cool, mais c'est un peu chiant. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Voilà, il faut laisser les décos, les trucs. Bon, c'est cool. C'est une super solution en secours. Mais j'aspire un jour à avoir mon propre chez moi. Franchement, j'en rêve, tu vois. J'espère que j'y arriverai. Franchement, le plus gros regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait un prêt quand j'étais en CDI parce que, en vrai, on me l'a proposé. Sauf qu'en fait, à l'époque, j'avais 22 ans et j'étais en mode, pourquoi je ferais un prêt maintenant? Je ne comprends pas. Et si j'avais fait un prêt, ça m'aurait permis, et surtout que j'ai toujours payé un loyer. Donc en fait, au lieu de payer un loyer, j'aurais juste remboursé le prêt. Et ça m'aurait permis aujourd'hui d'avoir un logement à moi et de pas me poser la question, en fait, d'où habiter, puisque je pourrais habiter potentiellement. Enfin, au moins, j'aurais cette rentrée d'argent si je le loue, ou je pourrais habiter le logement que j'ai. Et ça rassurerait soit les propriétaires pour louer un autre bien, ou ça me donnerait une solution pour habiter. Bref.
Et ça, c'est un peu le plus gros regret que j'ai. J'ai vu un post d'Anthony Bourbon il y a pas longtemps qui disait que lui, il trouvait que c'était pas forcément pertinent d'acheter. Alors, sans parler de la crise, quoi. Il disait genre, pour les entrepreneurs, c'est pas forcément le plus pertinent d'acheter. Et moi, j'étais en mode, bah, je sais pas, parce que quand même, c'est grave rassurant d'avoir un toit sur la tête, quoi. Et lui, il était en mode, bah oui, mais en même temps, c'est un peu antinomique avec le fait d'être libre, parce que du coup, t'es dépendant de l'endroit où t'habites géographiquement, ou presque, parce que en tout cas, ça fait de toute façon une charge mentale si t'es propriétaire pour louer, une charge mentale de trouver le locataire, t'occuper de tous les travaux, etc. Ou alors, si tu loues pas, mais que tu y habites, ça te contraint de toute façon à choisir une zone géographique bien définie. Bref, je sais pas si vous avez compris mon raisonnement. Je vous mettrai le post d'Anthony qui était bien mieux fait que ce que je raconte là dans la description du podcast. Mais en tout cas, voilà, la société à mes yeux n'est toujours pas adaptée aux freelances, aux entrepreneurs. C'est très très compliqué, je trouve. Je trouve ça vraiment chiant. Voilà, je le dis. Ça me fatigue. Bref, on en revient donc à Noël. Noël, déménagement, en pleine maladie. Je sais que j'ai totalement abusé en décembre et je sais que c'est clairement lié à ça. Et vraiment, je sais que maintenant, je ne recommencerai plus, en fait, cette erreur parce que j'ai tellement douillé derrière pendant bien 15 jours que je sais que ça marche pas. Je pense que j'avais jamais poussé autant. Et donc, ça, c'est terminé, c'est révolu. Cette période est révolue. Et d'ailleurs, j'ai repris une vraie hygiène de vie dont je suis très fière. Donc, maintenant, j'ai envie de dire, ça y est, on est enfin, genre, stabilisé parce que ça y est, genre, on se fait à manger. Genre, ça, c'est un vrai truc. Je trouve qu'à Paris, c'est trop facile de commander Uber Eats. Nous, là où on est, il n'y a que McDo. On n'est pas particulièrement fan, voire pas du tout. Donc, en fait, on commande juste pas et on se fait à manger tous les repas. Ça, j'avais perdu ce plaisir de cuisiner. Vraiment. J'adore. Oui, c'est chronophage, mais du coup, bah, on s'en sort parce que je fais plutôt le soir, Christian plutôt le midi. Bref, ça, c'est notre organisation. À côté de ça, on va 3 à 4 fois, voire quand on a le time, 5 fois par semaine à la salle. J'adore. C'est trop cool. On a repris mes cours préf, body pump, body combat, body attack. Bref, je sais pas si vous connaissez ça, RPM. Les cours Les Mills, c'est mes cours préférés. Arrive genre mi-janvier. Et je réalise que depuis que j'ai arrêté de publier sur les réseaux sociaux pour les fêtes, je n'ai pas repris. Genre un peu en mode genre, ah mais c'est vrai que je faisais ça avant. Flemme, grosse flemme. Et je me dis, bon, écoute, soyons honnêtes. Pourquoi tu publiais sur les réseaux ? Oui, parce que ça te fait kiffer, mais aussi parce que ça te rapporte des clients. Il faut arrêter de croire. Toutes les personnes qui postent sur les réseaux avec une telle régularité, c'est surtout pour leur business. Il y a un enjeu business derrière tout ça, c'est une évidence. Et donc je me suis dit, en ce moment, moi, mon business, il se porte plutôt pas mal, voire très bien. J'ai pas de soucis pour remplir mes bootcamps, on en a fait en février, tranquillement. J'ai pas de soucis pour trouver des clients en prestat de service, pas du tout. J'ai même trop de call sales, j'ai pas le temps de tous les gérer. On est en train de se structurer, c'est pas forcément le moment de se mettre sous l'eau parce que on voulait développer le site pour faire un lancement au carré et tout. Donc bon, bref. En vrai, j'avais pas besoin de bosser mon acquisition à ce moment-là. Donc j'étais en mode, mais en fait, est-ce que tu prolongerais pas cette petite pause hors service sur les réseaux un petit moment pour revenir encore plus forte à un moment où tu auras vraiment le temps de t'y dédier parce que tu as le luxe de ne pas avoir à publier pour publier parce qu'il y en a beaucoup qui publient juste pour publier, pour faire du business. Moi là, j'étais dans une période où je n'avais pas besoin de ça pour faire du business, donc j'étais grave en mode, mais en fait, genre calme, t'es pas obligé de publier H24. Et je vais dire la vérité, les 20 contenus que j'ai publiés durant l'été, en juillet d'il y a un an quasiment, donc les cahiers de l'été, c'est encore une grosse part de ce qui me rapporte du business aujourd'hui. Donc à l'époque, Christian qui me disait je comprends pas, c'est totalement insensé de prendre un mois entier dédié à ta création de contenu. Bah franchement, quand j'y réfléchis avec du recul, je me dis que bah si derrière ça te permet d'avoir du business pendant un an, bah c'est peut-être pas si mal. Et donc c'est ainsi que j'ai arrêté de publier du contenu jusqu'à genre il y a un mois, 2 semaines même, où j'ai repris doucement. Et d'ailleurs j'ai pas repris toute seule parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était le truc sur lequel je pouvais m'entourer, parce que c'est le truc que je sais faire, donc c'est plus facile, il me semble, enfin à mon avis, de m'entourer sur des choses où je suis capable d'attester de la qualité du rendu que le freelance me donne. Donc je me suis entourée en termes de copywriting pour co-rédiger avec moi une partie de mes posts. Je me suis entourée également, comme d'habitude, il y a toujours Léna pour le design, mais également d'une monteuse qui va pouvoir m'accompagner parce que en fait là mon objectif c'est de réussir à revenir sur un rythme où je fais un podcast par semaine, une vidéo YouTube par semaine, plus une newsletter par semaine. Et donc ça, c'est déjà 3 gros contenus quand même. Même s'il y a des sujets qui se recoupent, c'est quand même des contenus exclusifs et quand même des gros contenus. Donc c'était important pour moi que je puisse m'entourer sur les plus petits contenus qui sont en fait comme des extraits bien souvent ou des mini-extraits de mes pensées des gros contenus.
Au-delà de m'être entourée, on a donc lancé officiellement le site Circadia. Donc on a bien bossé sur ce site parce que vraiment ça a été une aventure. Moi j'adore le design, donc on a tout pensé à deux avec Léna. Et en parallèle, on a fait tout ce qui ne se voit pas, genre toute la partie process, c'est-à-dire qu'il a fallu vraiment réfléchir à comment on allait faire pour accueillir des freelances qui sont totalement débutants dans un collectif où il y a pour l'instant pas énormément d'experts techniques pour les accompagner, si ce n'est moi, pour essayer à bien les accompagner. Et donc j'ai créé comme une énorme bibliothèque de toutes mes connaissances. Ça m'a pris un temps fou. On a créé le modèle de rémunération. C'était vraiment un gros travail parce que c'est pas simple non plus de se lancer en freelance. Donc en fait, il fallait réussir à faire en sorte que nous, on puisse quand même marger dessus, parce que là, je m'en rends bien compte, mais ça fera l'objet d'un podcast entier. Mais quand je lance un freelance, même pas débutant, hein, un freelance qui, là pour le coup, j'ai pas encore lancé un seul débutant, je vais pas mentir. Un freelance qui a déjà de l'expérience en freelance, mais qui commence du coup sur un sujet type automatisation Notion, bah en fait, quand je le lance le premier mois, je pense qu'on travaille autant l'un et l'autre. Pour autant, factuellement, lui touche, on va dire, 75 à 80% de ce que paye le client. Donc pour moi, c'est aujourd'hui une perte de temps et d'argent. Je pense honnêtement que si je ne déléguais pas les missions, actuellement, j'irais plus vite. Parce que parfois, je passe, je pense, plus de temps à les coacher que si j'avais directement fait la mission. Mais bon, ça fera l'objet d'un tout autre épisode parce que je pense que c'est très important. Mais la délégation, pas simple. Je pense que j'ai délégué un peu trop vite à un peu trop de monde à la fois, que j'ai sous-estimé leur temps d'apprentissage et que clairement, ça a été ma plus grosse erreur. Mais on fera un épisode là-dessus. Donc d'ailleurs, parce que là, je vais peut-être m'arrêter pour cet épisode qui devait juste être un petit épisode de rentrée, je vous annonce que c'est officiellement le retour du podcast. Parce que c'est un des formats que vous avez le plus kiffé. J'ai reçu tous vos vocaux sur Instagram, merci à tous. Vos messages sur LinkedIn, vraiment, vous avez été très nombreux à réclamer le podcast, donc je suis très contente de vous refaire cet épisode. Et ce n'est pas le seul, puisque là, j'ai préparé une programmation aux petits oignons jusqu'à genre dans plus d'un mois. Donc vous aurez des épisodes tous les lundis jusqu'à mi-mai au minimum. C'est-à-dire que là vraiment j'ai programmé plein d'épisodes, j'en enregistre même encore un autre demain. Il y aura des nouveaux formats parce que vous verrez que sur certains épisodes j'ai envie de vous présenter des visages du collectif, enfin des visages des voix plutôt, parce que je sais que je suis entourée de personnes exceptionnelles et que j'ai très envie de vous les présenter. D'autres entrepreneuses sans succès on va dire. Et surtout, dans cette idée de stabilité, etc., je suis en train de me faire un vrai setup, un vrai studio dans ma nouvelle maison dans lequel il m'arrivera d'enregistrer des épisodes de podcast que je vais filmer. Pourquoi c'est important? Parce que j'écoute les conseils du grand Shubham. Je vais créer la chaîne YouTube du podcast dédiée au podcast et certains seront filmés et pas juste repostés avec la bande son. Alors même si en vrai mes podcasts marchaient déjà assez bien sur YouTube, je me dis que le format comme ça face cam pourrait être sympa. Je dis pas que les filmerai tous parce que là si vous voyez dans quel état je suis, vous paniqueriez. Je suis littéralement allongée dans mon lit et il est 1h du matin, la veille de la publication de cet épisode. Mais il y a certains épisodes, j'ai envie un peu de m'apprêter, de me mettre dans un décor un peu cocooning avec une tasse de thé, en mode tu gossipes avec tes potes. J'ai vraiment envie de me mettre dans ce mood-là. Et donc, il y en aura certains qui seront filmés. Donc, à venir pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche de tout ce qui arrive. J'ai envie, par exemple, de vous faire un épisode dans lequel je vous partagerai mon expérience sur la délégation. Parce que j'ai fait beaucoup de bêtises, je pense. Et ça m'a appris énormément de choses en très peu de temps. Donc j'ai envie de vous faire un épisode assez vite sur ce sujet parce que là, franchement, je pense que le dernier mois, il y a bien eu 15 personnes qui ont bossé pour Circadia / Claire No Code. Ça commence à faire vraiment beaucoup. J'ai envie aussi de vous faire un épisode dans lequel je veux vous parler de la zone de génie. Alors même si ça va être lié avec la délégation parce que en soi, je pense que pour déterminer ce que tu vas déléguer, faut déjà que tu connaisses ta zone de génie. C'est un peu différent, mais bref, j'ai envie de vous parler de ça parce que c'est une question qui a vraiment résonné dans ma tête ces derniers mois. Et enfin, j'ai envie de vous préparer plein d'épisodes en duo, comme je disais. Il y a vraiment des membres de mon collectif qui sont des personnes hyper inspirantes. Évidemment, la première personne que j'ai envie de vous présenter, c'est Christian, mon associé, parce que c'est une personne, vous allez voir, et je pense que c'est ce qui fait la force de notre collaboration, qui est très différente de moi, et on se complète très bien, on se complète vraiment fort. Bon écoutez, j'espère que cet épisode n'est pas encore parti dans tous les sens. J'avais vraiment envie de vous faire juste un épisode un peu comme j'aurais envoyé un vocal
immense à ma pote pour l'update sur les 6 derniers mois, parce que c'est vraiment ça en fait. Je suis vraiment en train de vous update sur ces 6 derniers mois. En un épisode, je vous ai quand même annoncé mon déménagement, mon association pro avec mon mec, le fait qu'on ait emménagé ensemble et le lancement d'une nouvelle boîte. Je pense que ça valait le coup que je me pose pour vous raconter ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je crois que je vais me coucher. Je le montrerai demain matin et j'espère qu'il sortira pour 10h. Je pense que ce sera possible parce que je sais que je les monte assez vite. Voilà. Bon bah écoutez, passez une très bonne soirée, une très bonne journée, peu importe l'horaire auquel vous écoutez cet épisode. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, et plus exactement même lundi prochain, parce que je compte bien tenir ma promesse. Bye! Down.